Nous allons présenter en binôme cette présentation concernant l'évolution de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en cours en République démocratique du Congo. Alors, concernant le contexte, c'est le 1er août 2018 que le ministère de la Santé en République démocratique du Congo a déclaré officiellement cette épidémie qui est la 10e épidémie du pays et aussi l'épidémie la plus complexe, la plus meurtrière et à ce jour la plus longue. Elle a commencé d'abord par la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. C'est une zone, comme vous le savez historiquement, caractérisée par une insécurité ainsi que le problème de groupes armés qui sont actifs dans la région. C'est la souche Ebola Zaïre qui est impliquée. Cette souche aussi qui a été observée lors de l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest de 2013 à 2016, mais aussi lors de la 9e épidémie dans la province de l'Équateur en mai 2018. Une des spécificités de cette épidémie est qu'il y a l'utilisation de nouveaux vaccins, mais aussi de nouvelles molécules qui sont utilisées à usage compassionnel. Pour rappel, plus de 130 000 personnes ont déjà été vaccinées par rapport à cette épidémie. Dans la coordination de la réponse à l'épidémie, nous avons ce que nous appelons des piliers ou des commissions. Et dans cette épidémie, nous avons la surveillance comme l'un des piliers phares, la prise en charge clinique des cas suspects confirmés et des non-cas de la maladie à virus Ebola, la décontamination environnementale, mais aussi les enterrements dignes et sécurisés, l'engagement communautaire et promotion de la santé, la prise en charge psychosociale, la logistique, la sécurité, le laboratoire de recherche, mais aussi la vaccination. Dans notre présentation, nous avons essentiellement deux objectifs. Nous allons décrire l'évolution de cette épidémie qui est en cours. Comme on l'a dit, c'est une analyse qui va jusqu'au 2 juin. Donc, probablement, il y a eu des updates. On pourra toujours en discuter. Mais aussi, nous allons décrire les cas et certains indicateurs de contrôle de l'épidémie. La méthodologie utilisée pour arriver à cette présentation, c'était de récolter les différentes analyses descriptives des caractéristiques des patients admis au centre de traitement, ainsi que des cas communautaires. Nous avons fait une compilation des différentes sources de données émanant des 15 centres de prise en charge clinique, notamment 7 des centres de traitement Ebola et 8 des centres de transit. Nous avons aussi recouru à des présentations journalières de la commission de surveillance au niveau de la coordination générale. Nous avons utilisé les bases de données centralisées au niveau du ministère de la Santé, mais aussi les différents rapports d'investigation des cas narratifs. Pour rappel, dans l'épidémie en cours, un cas confirmé, selon la définition qui est utilisée par le ministère de la Santé, c'est tout cas suspect vivant ou décédé avec un résultat de laboratoire positif. Et le cas probable, c'est toute personne décédée dans un tableau de suspicion de la maladie à virus Ebola avec une notion de contact, soit avec un cas confirmé ou un cas probable, et pour lesquels on n'a pas pu obtenir de confirmation au laboratoire. Et je passe la parole à Rebecca pour la suite. Donc, les prochaines diapositives montrent l'évolution temporelle et spatiale des cas, ainsi que les centres de traitement et transit qui étaient ouverts. Sur la carte à gauche, les zones en rouge-marron ont notifié des cas, et les cas sont indiqués par les cercles bleus. Le plus grand le cercle, le plus nombreux le nombre des cas. Les centres de traitement et de transit sont des carrés verts et jaunes, respectivement, avec la lettre H. Sur la courbe épidémique à droite, l'axe vertical montre le nombre des cas et l'axe horizontal montre la date par semaine de notification. La zone en gris correspond à la période présentée sur la carte. Dans cette diapositive, on voit que le premier cas confirmé a été notifié le 28 juillet 2018 dans la zone de santé de Mabalako, province de Nord Kivu, alors que les enquêtes rétrospectives suggèrent des premiers cas de avril 2018.
Ensuite, les cas se sont rapidement multipliés le long de l'axe routier principal vers le nord dans la zone de santé de Mandima, province d'Ituri, et encore plus au sud dans la province de Nord-Kivu, dans la zone de santé de Beni. Le foyer principal de l'épidémie s'est déplacé vers la zone de santé de Beni en septembre 2018. Puis, le foyer principal de l'épidémie s'est déplacé plus au sud en novembre 2018 vers la ville de Butembo, qui inclut les zones de santé de Butembo et de Katwa. Depuis mars 2019, de nouveaux foyers sont apparus dans des zones de santé autour de Butembo. Des cas initialement sporadiques et importés qui ont finalement généré des chaînes de transmission locales. À ce jour, 22 des 47 zones de santé des deux provinces ont notifié des cas confirmés et probables depuis le début de l'épidémie. Nous présentons ici les courbes épidémiques des zones de santé les plus affectées qui sont indiquées sur la carte. La majorité des cas depuis le début de l'épidémie provient de la zone de santé de Mandima, dans la province d'Ituri, et dans la province de Nord-Kivu, des zones de santé de Beni, Butembo et Katwa qui sont combinées sur le graphique, Mabalako, et de 4 zones de santé autour de la ville de Butembo qui sont aussi combinées sur le graphique. On observe les différentes vagues des cas et la proportion des décès communautaires varie selon la zone de santé. Cette figure présente le nombre de cas confirmés et probables selon la date de notification. Un premier pic de l'épidémie a été observé pendant 3 semaines, mi-août 2018, puis on observe une augmentation du nombre de cas début octobre 2018 qui se maintient jusqu'à début janvier 2019. Après une réduction du nombre de cas notifiés en janvier 2019, le nombre de cas augmente de manière modérée en février et début mars et de manière préoccupante à partir de mi-mars. On observe plusieurs incidents liés à l'insécurité et aux tensions sociales, à la suite desquelles les activités de la réponse ont été interrompues pendant au moins une semaine, puis une augmentation de l'incidence des cas. La pyramide des âges indique un nombre individuel d'enfants de moins de 5 ans infectés, qui sont ceux représentés en particulier parmi les décès communautaires. Globalement, la maladie affecte une majorité d'adultes entre 20 et 35 ans, et les femmes sont plus touchées que les hommes. Depuis le début de l'épidémie, le nombre cumulé des cas au 2 juin 2019 est de 2008, dont 1914 confirmés et 94 probables. Le nombre de cas confirmés et probables décédés est de 1346, soit une proportion de 67. Au début de juin, l'ensemble des centres de traitement et transit ont réalisé plus de 15 000 admissions, parmi lesquelles seulement 8% ont été confirmés. Sur le graphique, on voit la majorité des non-cas en bleu clair. Parmi les cas admis au centre, le délai moyen est globalement stable à 5 jours depuis le début de l'épidémie. Le délai moyen entre le début des symptômes et la date de notification des décès communautaires a été estimé à 9 jours. Les délais sont des indicateurs importants du fonctionnement, du suivi des contacts et du contrôle de la transmission communautaire. Parmi les cas confirmés et probables, il a été estimé que 14% ont été vaccinés, 45% étaient sur la liste des contacts lors de leur détection, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà listés comme des personnes ayant eu un contact avec un cas confirmé ou probable déjà notifié. 23% étaient sur la liste des contacts et ont été suivis pendant la période d'incubation de 21 jours à cause du risque de développer la maladie à virus Ebola. Globalement, environ 40% des cas confirmés et probables sont décédés dans la communauté.
Cette proportion était d'environ 21% en août 2018 et 38% en mai 2019, presque le double. 6% des cas confirmés ou probables font partie du personnel de santé. On estime que 18% des cas confirmés ou probables ont eu une exposition nosocomiale comme source d'infection potentielle. L'exposition potentielle pour 27% est la participation à des funérailles. Pour 66%, elle est due à un contact avec un cas confirmé. Et pour 6%, elle est survenue lors de soins prodigués par un praticien. Voilà. Par rapport à ce que vient de dire Rebecca, nous avons une série de défis pour lesquels cette riposte fait face. Le premier des défis, c'est en fait l'identification et l'établissement d'une liste de manière exhaustive de contacts ainsi que leur suivi. Et le deuxième défi, c'est en fait qui est corrélé au premier, c'est en fait la faible couverture par rapport aux proportions des contacts qui sont vaccinés parce que il y a cette difficulté dans ces challenges de suivi des contacts. Nous avons aussi un problème dans la surveillance à base communautaire qui est sous-optimale, qui s'est traduit par la survenue de décès communautaires assez importants. Le faible engagement communautaire qui s'est traduit soit par des réticences ou des poches de résistance dans la communauté. Et le tout, c'est sur un soubassement des groupes armés qui sont très actifs et les incidents sécuritaires journaliers qu'on observe pratiquement dans tous les foyers qui sont opérationnels. On observe aussi que les mesures de prévention et contrôle des infections, surtout au niveau des formations sanitaires, sont très limitées. Et comme limite à notre présentation, il y a eu beaucoup de données marquantes qui a réduit la visibilité, aussi le problème de qualité, mais aussi la complétude de certaines données. Qu'est-ce que nous retenons de cette présentation? Beaucoup d'efforts ont déjà été déployés. Beaucoup d'efforts par les équipes qui sont sur le terrain. En dépit de cela, l'épidémie prononce d'énormes défis. Le premier défi, c'est la difficulté, comme on l'a montré parmi les indicateurs, liés au retard à l'admission, mais aussi à la forte proportion des contacts qui ne sont pas connus et qui décèdent dans la communauté. Et cela implique, comme perspective, la nécessité d'améliorer l'identification, mais aussi l'établissement des listes de manière exhaustive, ainsi que le suivi des contacts, de renforcer la surveillance à base communautaire, de changer des comportements aussi bien dans la communauté pour les recours aux soins de santé, d'envisager un modèle de soins de maladies à virus Ebola plus acceptable en tenant compte du contexte communautaire. Mais la clé de tout cela reste une appropriation et un réel engagement communautaire qui demeure l'un des clés de succès pour mettre fin à cette épidémie. Nous voulons remercier tous les personnels du ministère, Épicentre, et les autres partenaires, Médecins Sans Frontières, mais aussi la cellule d'analyse et surtout tous les patients qui ont contribué à nous aider à présenter cette brève présentation. Merci. Merci à vous.